Vous avez, dès votre première nomination, puisqu'il y en a eu deux, utilisé le terme fort de rupture, mais après pour vous avoir écouté, en fait de rupture, je dois vous le dire, c'est surtout de la continuité que j'ai entendue. Alors, je vais commencer par là et sortir de mon texte. J'ai entendu ce que vous avez annoncé sur la réforme des retraites. C'est une avancée, c'est même, considérons-le, potentiellement, je dis bien potentiellement, une victoire pour notamment ceux qui vont pouvoir bénéficier d'un départ anticipé à la retraite par rapport à ce qu'était la loi Borne. Je dis potentiellement parce que j'ai entendu derrière votre prise de parole beaucoup de parlementaires du groupe du bloc central dire à quel point ils allaient combattre cette mesure et qu'ils comprenaient que vous en faisiez l'annonce pour pouvoir démarrer le débat budgétaire et pas être censuré immédiatement, mais quand les choses viendront en débat dans l'hémicycle, ils utiliseront tout leur poids pour essayer de la combattre et que cette suspension n'advienne pas. Alors, on connaît les habiletés du débat parlementaire et donc nous serons extrêmement vigilants. Mais je dois vous dire que cette première victoire que nous enregistrons aujourd'hui, on la doit surtout, et je veux les saluer ici à cet instant, à l'opiniâtreté des syndicats et des mobilisations sociales qui n'ont jamais lâché l'affaire et à ceux qui, ici, dans cet hémicycle, n'ont pas non plus jamais lâché l'affaire sur la réforme des retraites. Quand vous, dans la majorité, vous pensiez que les Français étaient passés à autre chose, nous on rappelait à quel point cette injustice marquée au fer rouge notre pays était une blessure démocratique au moins aussi importante que celle du non-respect du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Alors, pour autant, nous savons qu'en faisant cette suspension, si elle arrive, si elle est votée, si vous n'êtes pas contrarié par votre bloc central, vous ne voulez pas néanmoins sur la question des retraites toucher pour ce qui nous concerne à l'essentiel. C'est la réforme dans son ensemble qu'il faut abroger. C'est ce que vous demande l'immense majorité des Français. C'est la proposition d'ailleurs de résolution que notre groupe a fait adopter ici même en juin dernier. Votre déclaration de politique générale, Monsieur le Premier ministre, a comme boussole celle de maintenir les privilèges de certains et d'écraser la masse des salariés, des retraités, des malades et des chômeurs. Rien dans votre programme sur le retour de l'impôt sur la fortune, pas plus sur le contrôle ou le remboursement des aides accordées aux entreprises sans contrepartie, dont le montant pharaonique de 211 milliards a été dévoilé dans le rapport de mon collègue sénateur Fabien Gay. Vous devriez savoir, Monsieur le Premier ministre, que les Français sont attachés à la notion d'égalité et celle devant l'impôt étant de loin la plus sensible. Déjà en 1789, les cahiers de doléances étaient remplis de demandes de suppression des impôts injustes et mal répartis. Il en était de même des cahiers de doléances issus des revendications des Gilets jaunes. La droite, dans ce pays, a toujours combattu l'impôt progressif. Elle préfère les taxes qui frappent de manière aveugle les plus modestes comme les plus riches. Mais au bout du compte, la plus emblématique d'entre elles, la TVA, pèse bien plus sur le budget des salariés que sur les plus gros revenus. Quand comprendrez-vous que l'impôt doit s'adapter à la richesse? Aujourd'hui, ce n'est plus la terre ni la production industrielle qui rapportent le plus, c'est le capital non productif, ce sont les dividendes faramineux, les placements dans les paradis fiscaux et les niches fiscales qui ne profitent qu'à une extrême minorité de Français. Et vous continuez de vouloir nous faire peur en disant que si on les taxe, ils vont quitter le territoire national. Mais ils le font déjà tous les jours. Ils ferment des entreprises. Ils licencient, ils délocalisent au lieu de maintenir les investissements dans l'outil industriel et la recherche dans notre pays. On le sait depuis Marx, le capital n'a pas de patrie. En revanche, le salarié, lui, n'a que son salaire pour vivre, le retraité sa pension et le privé d'emploi son allocation. Et ce sont eux que votre projet de budget va encore pressurer. Eux et les malades qui, à vous écouter, devront sortir la carte bleue avant la carte vitale. Vous restez comme vos prédécesseurs, sourds aux revendications du monde du travail. Vous pensez une nouvelle fois que la colère passera, mais elle ne passe pas, comme en témoignent d'ailleurs les fortes mobilisations syndicales. Et ce n'est pas votre projet de budget présenté ce matin en Conseil des ministres
qui va calmer la colère sociale. Nous y découvrons avec stupeur 29 taxes et impôts supplémentaires pour les Français moyens. Mais concernant les plus riches, une petite taxe sur les holdings qui contient tellement d'exonérations qu'elle ne rapportera quasiment rien. Votre projet de budget, comme celui de François Bayrou, n'est qu'un concentré de mépris de classe. J'ajoute que chacune de vos mesures va une nouvelle fois aggraver la situation des territoires d'outre-mer, parce que la vie y est plus chère, parce que les revenus y sont plus faibles. Vous allez une nouvelle fois aggraver la fracture sociale et amplifier les raisons d'une juste colère. Votre mépris est visible, ça a été dit par mon prédécesseur, dans la composition même de votre gouvernement. D'un ministre d'État au 2e rang protocolaire, nous passons à un ministre relégué au bas des priorités de la nation. Pourtant, en Outre-mer, les questions institutionnelles et de la vie chère devraient figurer au premier plan des préoccupations du pays. Oui, monsieur le Premier ministre, pour nous, Bayrou et Lecornu, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Plus personne dans le pays ne vous croit, mais plus grave, plus personne ne vous écoute. Il y a une colère qui ne peut qu'éclater d'une manière ou d'une autre. Votre politique est non seulement néfaste, mais aussi dangereuse. Néfaste au plan social et économique, dangereuse sur le plan politique et démocratique. Désormais, nombre d'acteurs du CAC 40 n'ont plus peur d'une éventuelle arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Celle-ci a donné suffisamment de gages au patronat qui sait très bien que le RN ou ses alliés ne s'attaqueront jamais aux injustices sociales et fiscales. À l'heure où nous fêtons les 80 ans de la sécurité sociale issue du Conseil national de la résistance, le patronat, fidèle au plus triste moment de son histoire, semble renouer avec son slogan « Mieux vaut l'extrême droite que le Front populaire ». Monsieur le Premier ministre, vous voulez que le Parlement débatte et vous annoncez l'abandon du 49.3. Mais la Constitution vous donne, notamment sur le débat budgétaire, tant d'autres moyens d'interrompre ou de pervertir le débat parlementaire. Vos prédécesseurs en ont d'ailleurs usé et abusé. Ordonnance, article 40, vote bloqué, voilà un aperçu de l'arsenal dont vous disposez. Nous sommes dans une démocratie corsetée. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le 6e titulaire du poste depuis 2022. Et écoutez-moi bien, depuis juillet 2024, notre pays a été dirigé 1 jour sur 4 par un gouvernement démissionnaire. Oui, l'usage abusif de son pouvoir par le président de la République Emmanuel Macron abîme notre pays et notre démocratie. Monsieur le Premier ministre, vous avez au-dessus de la tête l'épée de Damoclès de la censure. La censure n'est pas un jeu, comme vous tentez de le faire croire. La censure, c'est l'un des moyens du Parlement de se faire entendre quand toutes les voies du dialogue ont été épuisées. Pour notre part, nous avons répondu présent à toutes vos invitations. Mais derrière les paroles, il y a les actes. Le budget que vous avez présenté ce matin ferme les portes aux propositions venues de la gauche et en ouvre de nombreuses vers la droite et l'extrême droite de notre hémicycle. Nous en sommes convaincus, ce ne sont pas les têtes qu'il faut changer, ce sont vos orientations politiques. Depuis les dernières législatives, le président de la République nie le résultat des urnes et combine pour reculer l'échéance de son départ volontaire ou contraint. Monsieur le Premier ministre, on vous présente souvent comme le dernier grognard du président Macron. Bref, vous seriez son Cambronne. Vous tomberez, vous aussi, pour le défendre, mais sans la noblesse de la cause et donc sans le panache. La Ve République est à bout de souffle, tant elle a été dévoyée par l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Il est donc le seul responsable et coupable de la crise politique que traverse notre pays.